Bien, je voudrais tout d'abord remercier Bernard Meunier pour l'invitation à participer à ce cours. J'ai déjà donné des cours au Collège de France dans des enseignements différents et je dois dire qu'aujourd'hui c'est extrêmement populaire. Toutes mes félicitations pour le succès du cours. Alors, je suis très, très mal organisé. J'ai pas mis les académies dont je faisais partie. Je ne porte pas ma Légion d'honneur. Enfin, j'espère que ça ne va pas vous empêcher de m'écouter avec religiosité, beaucoup de sérieux. Donc, alors, je vais vous parler de la résistance aux antibiotiques. Je ne parlerai pas de la résistance à la vancomycine, parce que je suis un garçon très discret qui ne parle pas de ces sujets de recherche importants. Je voudrais vous parler plus généralement de la résistance, pas sur des mécanismes particuliers, pour vous donner les concepts, pourquoi la résistance aux antibiotiques est une maladie émergente. Et je voudrais qu'on le discute au niveau des mécanismes biochimiques de la résistance et vous expliquer les différents degrés de la résistance due à ces mécanismes biochimiques. Et la deuxième chose, c'est au niveau de la génétique, pour que vous compreniez pourquoi cette résistance dissémine de façon extraordinaire. Donc c'est ça l'idée de ce cours. Alors, le plan, donc d'abord on aura des généralités. Je vais vous parler de la résistance intrinsèque, de ce qu'on appelle, c'est-à-dire de différents aspects de résistance qui sont importants à connaître. Résistance intrinsèque, résistance croisée, co-résistance. On va revenir à la résistance croisée, mais cette fois-ci résistance croisée étendue. Je vous parlerai du coût biologique de la résistance, c'est-à-dire quand une bactérie devient résistante, elle a un prix à payer, ce qu'on appelle le coût biologique de la résistance. Comment on peut avoir une évolution compensatoire qui annule ce coût de la résistance. Et enfin, je vous expliquerai comment la résistance est à la fois infectieuse et exponentielle. Donc c'est tout un menu qu'on va dérouler assez rapidement, mais ça va être considérablement facilité par la communication précédente parce qu'il y a eu beaucoup de notions qui vont me servir sans que j'aie à les rappeler. Donc ça, c'est la représentation schématique d'une bactérie. Vous voyez que c'est une bactérie à gram négatif, on vous a dit. Membrane externe, peptidoglycane, membrane interne. Alors voilà l'ADN, la transcription, transformation de l'ADN en ARN messager, puis l'ARN messager va sur le ribosome, synthèse des protéines. Alors la première notion, c'est la notion de classe d'antibiotiques. Alors la diapo, je vous demande pardon, ça n'a pas beaucoup d'importance, elle est illisible. Mais vous avez ici les bêta-lactamines dont on vous a parlé, les glycopeptides, c'est-à-dire la vancomycine et la thécoplanine, qui sont actifs sur la paroi bactérienne. Après, vous avez des quinolones actifs sur l'ADN, vous avez des molécules actives sur la transcription, comme la rifampicine, et vous avez beaucoup d'inhibiteurs de la synthèse des protéines. On vous a parlé de la streptomycine. Donc, ces classes, elles sont basées sur la structure chimique des molécules. Donc, les molécules qui appartiennent à une classe, elles ont une structure similaire, c'est-à-dire qu'elles vont avoir un mode d'action, une cible sur la bactérie similaire, et elles vont être concernées par le même mécanisme de résistance. Donc même structure, même cible, même mode d'action, donc il va y avoir une résistance croisée. Lorsque la bactérie va être résistante à un des membres de la classe, elle va être résistante aux autres membres de la classe, vous voyez, à des degrés divers selon l'activité des molécules, mais vous allez avoir cette résistance croisée. Donc le raisonnement en termes de mécanisme de résistance, il ne doit pas être un raisonnement en tant que molécule isolée, il doit être un raisonnement en termes de classe de molécules. Vous voyez. Alors, les bactéries ont développé 4 principaux mécanismes de résistance. Le premier, c'est alors toujours la représentation schématique de la bactérie. Le premier, c'est la modification de la cible. Vous avez l'antibiotique, il peut plus se fixer sur sa cible à la suite, par exemple, d'une mutation ou d'une modification de la cible. Production d'une enzyme dont on vous a parlé, la pénicillinase pour la pénicilline, qui va détoxifier l'antibiotique. Et le troisième grand mécanisme, c'est l'imperméabilité. Alors vous avez une imperméabilité passive qui est, on vous a parlé des porines, qui sont des canaux dans la membrane externe. Si vous avez une diminution du diamètre de cette porine, l'antibiotique ne peut plus pénétrer.
Et vous avez un deuxième mécanisme de résistance par imperméabilité qui est l'efflux. Cette fois-ci, l'antibiotique rentre dans la cellule, mais vous avez des protéines, des pompes associées, des protéines qui sont des pompes associées à la membrane qui vont réexporter l'antibiotique. Ce qui fait que sa concentration intracellulaire sera trop faible pour inhiber la bactérie. Et vous voyez que le thème commun de ces 4 mécanismes, c'est d'empêcher l'interaction entre l'antibiotique et sa cible. Alors maintenant, le génome bactérien. Donc, dans une bactérie, vous avez une super macromolécule d'ADN bicaténaire, le chromosome, qui contient toute l'information génétique nécessaire à la vie de la cellule. Il n'est pas transférable de bactérie en bactérie, il est hérité verticalement par la progénie des cellules au cours de la division, et, comme je l'ai dit, contient toute l'information génétique requise. Alors, à côté de ce chromosome, vous avez ce qu'on appelle des éléments génétiques mobiles accessoires. Alors, ils sont mobiles parce qu'ils peuvent transférer d'une bactérie à une autre, et ils sont accessoires puisqu'ils codent pour une information génétique qui n'est pas requise puisqu'elle est contenue dans le chromosome, mais qui, dans certaines circonstances, peut conférer des avantages sélectifs très importants aux bactéries. Par exemple, en présence d'antibiotiques. Les gènes de résistance aux antibiotiques confèrent un avantage écologique exceptionnel lorsque la bactérie est en présence d'antibiotiques. Alors, ce sont des éléments, comme je l'ai dit, qui sont transférables d'une bactérie à l'autre, soit passivement, soit activement. Par exemple, les plasmides, ce sont des mini-chromosomes. Là, comme c'est petit, j'ai pu le représenter sous forme d'ADN bicaténaire. Le chromosome, c'est aussi 2 brins complémentaires, mais ce n'est pas facile à dessiner. Donc voilà le plasmide qui peut conjuguer d'une bactérie à une autre. Le transposon, sur lequel on viendra, c'est un fragment d'ADN qui peut soit conjuguer tout seul, transférer d'une bactérie à une autre tout seul, on le verra également, soit sauter du chromosome sur un plasmide et être transféré passivement par le plasmide. Alors, dans la première catégorie de mécanismes de résistance, vous avez la résistance intrinsèque. La résistance intrinsèque, c'est lorsque toutes les bactéries d'une espèce ou toutes les bactéries d'un genre bactérien sont naturellement résistants à un antibiotique. C'est ce qui définit le spectre d'action d'un antibiotique. Par exemple, la vancomycine, c'est une molécule hydrophobe de très forte masse moléculaire. Elle ne pénètre pas à cause de la membrane externe chez les grammes négatifs, donc tous les grammes négatifs vont être naturellement résistants à la vancomycine. Et ce qu'il faut retenir de la résistance intrinsèque, c'est que les mécanismes de la résistance intrinsèque sont les mêmes que ceux de la résistance acquise, quand les bactéries deviennent résistantes. C'est les mêmes mécanismes. Et juste comme exemple, je vous ai montré ici des enzymes qui vont inactiver les aminosides, dans le cas présent, c'est-à-dire le groupe de la streptomycine, kanamycine, gentamycine. Et voilà les enzymes, voilà le gène, ils sont tous intégrés dans le chromosome de ces espèces. C'est-à-dire que toutes les Providencia auront ce gène-là. Toutes les Pseudomonas auront ce gène. Vous voyez ? Donc, et ce sont des gènes que l'on retrouve également sur des éléments génétiques mobiles. Donc, ils peuvent être acquis par d'autres espèces. Mais dans ces espèces-là, ils sont intégrés de façon stable dans le chromosome, ce qui fait que ces souches seront par exemple toutes résistantes à kanamycine, celle-là serait à gentamycine. Vous voyez, c'est la résistance intrinsèque, toutes les souches d'une espèce ou d'un genre bactérien. Alors, on arrive à la résistance croisée. La résistance croisée, c'est un seul mécanisme de résistance qui va conférer la résistance à tous les membres d'une classe d'antibiotiques. Comme je l'ai dit, à des degrés divers. Plus l'antibiotique est actif, moins la souche sera résistante. La résistance, ça n'a pas de valeur absolue. C'est une amplification du niveau naturel de la souche. Si vous partez d'une souche très sensible, vous aurez un certain degré de résistance. Si vous partez d'une espèce plus résistante, comme Pseudomonas aeruginosa, par exemple, vous aurez un très haut niveau de résistance. C'est un facteur d'amplification. Et ce qu'il faut bien retenir, c'est que résistance croisée, ça veut dire sélection croisée. Si vous utilisez un des membres de la classe, vous allez sélectionner la résistance aux autres membres de la classe. Voyez ? Donc ce qui est important, c'est que résistance croisée, ça veut dire sélection croisée. Alors, je vais vous montrer un exemple de résistance croisée, un peu élaboré
parce que ça va me permettre d'aborder d'autres notions. On avait trouvé chez l'entérocoque, c'est valable pour ce qui vous a été dit, pour tous les cocci, les coques à gram positif, c'est-à-dire staphylocoque, streptocoque, entérocoque, pneumocoque, des pathogènes extrêmement importants. Dans toutes ces bactéries, il y a un mécanisme de résistance à tous les aminosides, tous ces antibiotiques, qui est la synthèse d'une enzyme bifonctionnelle, qui a une activité, qui acétyle les antibiotiques, qui phosphoryle les antibiotiques et qui va les inactiver par ces deux mécanismes. Donc on a découvert ce gène pour cette enzyme qui a deux fonctions, et on a pu, par clonage, comme vous a été expliqué, on a pu dissocier l'activité acétylase de l'activité phosphotransférase. Et on s'est aperçu que le spectre d'activité, le spectre de substrat de chacune de ces enzymes était très exactement complémentaire. L'acétylase confère la résistance gentamicine, cisomycine, éthylmycine, alors que la phosphotransférase confère la résistance canamycine, tobramycine, amikacine, ribostamicine. C'est-à-dire que cette enzyme bifonctionnelle, il confère la résistance à tous les aminosides que vous pouvez utiliser pour traiter une infection systémique chez l'homme. Voyez, une infection généralisée. Alors, pourquoi je vous ai présenté cette diapositive? C'est parce que ça vous montre que la nature, les bactéries, ont fusionné deux gènes sous le contrôle d'un seul promoteur. Vous savez que pour qu'un gène s'exprime, il faut qu'en amont de ce gène, il y ait un promoteur qui va permettre de passer de l'ADN à l'ARN messager, la transcription du gène qui ensuite va être traduit au niveau des ribosomes. Et pourquoi les bactéries font ça? Parce qu'elles sont soumises au principe de parcimonie. C'est-à-dire qu'elles doivent diminuer l'énergie qu'elles consomment à devenir résistantes. Si elles veulent rester compétitives avec les bactéries sensibles, les bactéries résistantes, en l'absence d'antibiotiques, elles doivent pousser aussi bien que les bactéries sensibles, que leurs contreparties sensibles. Et pour ce faire, dans le cas présent, elles ont fusionné deux gènes sous un même promoteur de façon à minimiser l'énergie par rapport à avoir deux promoteurs, deux gènes, et avoir seulement une partie de la résistance à cette classe d'antibiotiques. Le deuxième avantage de cette organisation génétique, c'est qu'en ayant un seul gène, si vous voulez transférer le gène, ce sera beaucoup plus efficace que de transférer deux gènes indépendants qui sont à des positions différentes sur le génome de la bactérie. Donc vous avez un avantage aussi pour la dissémination de la résistance. On reviendra sur le coût biologique, le prix à payer pour devenir résistant aux antibiotiques. Alors ça, c'était la résistance croisée. La corésistance, c'est divers mécanismes de résistance, chacun conférant la résistance à une classe d'antibiotiques, mais qui sont associés de façon stable dans le chromosome d'une bactérie. Voyez, donc là, on a divers mécanismes de résistance et du coup, la résistance à diverses classes d'antibiotiques. Alors, qui dit corésistance dit co-sélection. Si vous utilisez un membre d'une de ces familles d'antibiotiques, de ces classes d'antibiotiques, vous allez co-sélectionner la résistance à toutes ces classes. Alors, je vais vous montrer un exemple sur le pneumocoque. C'est des résultats qui datent, mais la situation n'a pas tellement changé au niveau des pourcentages de résistance. Donc, on est chez le pneumocoque. Je vous rappelle que le pneumocoque, c'est avec la tuberculose le premier tueur au niveau des bactéries. Ça fait des pneumopathies chez l'enfant. Enfin, c'est extrêmement pathogène. Donc, les souches de pneumocoque, on peut les distinguer en sensibles à la pénicilline et intermédiaires ou résistants à la pénicilline. Vous voyez, à peu près 50-50. Bon. Si vous regardez les souches sensibles à la pénicilline, 20% sont résistantes à l'érythromycine, 14% au chloramphénicol, 15% à la tétracycline et 10% au Bactrim. Prenez maintenant les intermédiaires et les résistants, on passe de 20 à 80%, 14-38, 15-51, 10-66. Alors, on ne s'attend pas à ce qu'une souche résistante à la pénicilline par le mécanisme qu'on vous a expliqué au niveau du peptidoglycane ou la production d'une bêta-lactamase confère la résistance à des inhibiteurs de synthèse des protéines ou à des inhibiteurs de la synthèse de l'ADN. Donc, ce n'est pas le même mécanisme, c'est simplement que ces souches ont accumulé divers mécanismes et sont devenues multirésistantes aux antibiotiques. Ce sont des clones qui ont
un succès épidémique qui ont disséminé dans la nature. Alors, le pneumocoque, c'est une souche, c'est une espèce qui est naturellement compétente, c'est-à-dire qui est capable d'incorporer de l'ADN qui est présent dans le milieu extérieur, d'où cette acquisition très efficace de gènes de résistance par cette espèce. Alors, ça, c'est quand on prenait comme référence soit Penny S, soit Penny I ou R. Mais la vraie façon de regarder ce tableau, c'est sur la diapositive suivante. Voilà le tableau que vous avez vu sur la diapositive précédente. Mais maintenant, on considère les Penny I ou R comme 100%. On prend comme référence les souches résistantes. Et vous voyez qu'il y en a 82% résistantes à l'érythrose, 77 au chloramphénicol, 80 à la tétracycline, 88 au Bactrim. C'est-à-dire que si vous utilisez par exemple le Bactrim, vous avez 88% de chances de sélectionner une bactérie résistante à la pénicilline, alors que ces molécules n'ont strictement rien à voir au point de vue structure, mode d'action, mécanisme de résistance. Donc vous voyez l'importance de la co-résistance, et vous savez qu'on a beaucoup utilisé le Bactrim chez les malades atteints de sida, et du coup, chez ces malades, on a sélectionné un très grand nombre de souches résistantes à la pénie qui ont décimé ces malades. Donc c'est vraiment un facteur important. Alors ça, c'était un exemple chez les coques à gram positif, les bactéries sphériques à gram positif. Je voudrais vous donner un exemple chez les bactéries à gram négatif. Alors, ça m'amène à vous parler des intégrons. Alors, les intégrons, ici vous avez un fragment de chromosome avec un gène qui va coder pour une enzyme qui s'appelle l'intégrase. Et le gène, il est transcrit de droite à gauche. Ici, vous avez ce qu'on appelle le segment 3' conservé, qui n'a aucun intérêt dans ce que je vais vous raconter. Simplement, c'est des séquences qui sont conservées dans l'intégron avec une portion du gène pour la résistance aux ammonium quaternaires et puis un gène de résistance aux sulfamides. Et puis, vous avez un site qu'on appelle ici I, attachement à l'intégron, qui est situé entre le gène de l'intégrase et le segment conservé en 3'. Et qui flotte dans le cytoplasme de la bactérie, vous avez des petites molécules d'ADN bicaténaire circulaire qui contiennent chacune un gène de résistance, qu'on appelle une cassette de résistance. Donc ici, vous avez un gène de résistance avec une séquence ATC, le site d'attachement de la cassette. Et l'intégrase, elle va catalyser de façon réversible l'intégration de la cassette dans le site d'attachement. Ici, la cassette est libre, flotte dans le cytoplasme. Ici, elle a été intégrée. Alors, elle est intégrée par recombinaison entre ATI et ATC en aval du gène de l'intégrase. Et dans ce gène, vous avez un promoteur qui va entraîner la transcription de ce gène. Vous voyez, donc vous allez avoir intégration du gène, et comme vous avez un promoteur ici pour l'intégrase, mais vous en avez un autre divergent, qui va entraîner l'expression de ce gène. Donc vous voyez, on a un exemple de génie génétique in vivo. Les expériences de clonage qu'on essaie de faire au labo, c'est exactement la même chose. On essaie de cloner un gène dans un vecteur, ici c'est le chromosome, et de le faire exprimer. Et bien là, vous avez un exemple de génie génétique in vivo où vous intégrez un gène de résistance et vous allez l'exprimer. Alors, ce qui est remarquable, c'est qu'il y a deux aspects qui sont remarquables. Le premier, c'est que c'est un phénomène réversible. Et la résistance aux antibiotiques, c'est un trait de caractère qui est nécessaire de façon transitoire, quand il y a de l'antibiotique dans le milieu. Et en l'absence d'antibiotiques, il vaut mieux ne pas exprimer le gène de résistance, auquel cas il n'y a pas de prix à payer si vous ne l'exprimez pas. Donc là, vous exprimez la résistance uniquement quand le gène est intégré, elle n'est pas du tout exprimée lorsque le gène est excisé. Donc vous voyez cette flexibilité génétique qui vous permet d'exprimer un gène uniquement quand sa fonction est requise. Donc là, vous respectez le principe de parcimonie, vous n'exprimez le gène, la résistance, que lorsqu'elle est requise. Et le deuxième aspect, comme je vous l'ai dit, c'est le clonage in vivo, c'est-à-dire une façon de trapper et d'exprimer un gène de résistance.
Alors ce qui se passe dans ce système, c'est que vous avez, je vous représente encore une fois un morceau de chromosome ici, hein, avec plusieurs cassettes. Il y a souvent 6, 7 cassettes dans un intégrant. Donc vous avez le gène de l'intégrase, le promoteur pour exprimer les cassettes, et chacun des gènes de résistance différents. Par exemple, une bêta-lactamase pour la résistance aux pénicillines, une phosphotransférase résistance aux aminosides, etc. Alors la façon dont ça fonctionne, c'est que vous avez un signal qui est associé avec l'activité des antibiotiques bactéricides. On vous a expliqué la décroissance des bactéries en fonction du temps. Quand on tue les bactéries, pas seulement quand on les empêche de croître, mais quand on les tue, c'est de l'activité bactéricide. Eh bien, ces antibiotiques, ils exercent un stress sur la bactérie, et c'est ce stress qui va entraîner les réactions que je vais vous montrer. Donc vous avez le stress, production d'intégrase. Et ce stress, il est dû à des antibiotiques pour lesquels ce gène confère la résistance. Par exemple, c'est un aminoside, et ça, c'est un gène de résistance aux aminosides. La production d'intégrase excise la cassette et la circularise. Elle était intégrée dans le chromosome, elle s'excise, elle se circularise. Elle va migrer par chance, par hasard, hein, c'est un shuffling, c'est une redistribution des cartes en permanence dans ces systèmes. Elle va migrer juste en aval du promoteur d'expression, et l'intégrase va catalyser l'intégration de cette cassette juste en aval du promoteur d'intégration, du promoteur d'expression. Et vous allez avoir très forte expression de ce gène, parce que plus vous vous éloignez du promoteur, moins vous êtes exprimé. Donc vous voyez que c'est un système qui vous permet à la fois qualitativement et quantitativement de moduler votre résistance. Qualitativement, parce que vous prenez un gène de résistance aux aminosides et vous le mettez en première position parce que le signal est dû à un aminoside, et vous allez l'exprimer fortement parce qu'il est juste en aval du promoteur. Donc vous voyez cette flexibilité génétique, la flexibilité génétique que vous procure ce mécanisme. Alors, je voudrais revenir à la résistance croisée, c'est-à-dire un seul mécanisme de résistance qui confère la résistance à une classe d'antibiotiques, mais dans ce cas-là, c'est de la résistance croisée étendue. C'est-à-dire c'est effectivement un seul mécanisme de résistance, mais il va conférer la résistance à diverses classes d'antibiotiques. Et ça, c'est dû au système des flux bactériens, aux pompes des flux dont je vous ai parlé, à des grands mécanismes de résistance aux antibiotiques. Donc ici, vous avez la membrane interne, la membrane externe, et alors ici, on est chez les grammes négatifs, hein, il y a la membrane externe, la membrane interne, ici, on est chez les grammes positifs. On va se concentrer sur ces pompes qu'on appelle RND, c'est une famille de pompes. Et ces pompes, elles sont composées de trois protéines. La première, c'est la protéine des flux membranaire qui est associée à la membrane interne. La deuxième, c'est la porine, le canal dans la membrane externe. Et la troisième protéine, c'est une protéine de fusion qui relie la pompe et la porine. Alors, c'est un mécanisme qui dépend de l'énergie, en ce sens que l'antibiotique va rentrer ici et il va être réexporté en échange d'un proton. Ce sont des pompes dont l'énergie provient de la force protomotrice. Vous échangez une molécule d'antibiotique contre une molécule de protons. Alors, le problème de ces pompes, c'est qu'elles sont à très large spectre, comme on va le voir. Elles peuvent réexporter un grand nombre de classes d'antibiotiques. Alors, ces pompes, vous devez les considérer comme des reins de la cellule. C'est-à-dire qu'elles sont faites pour éliminer les toxiques, les produits du catabolisme de la bactérie. Donc, elles sont en général exprimées à bas bruit. Elles sont juste ce qu'il faut pour exporter les cataboliques. Mais la résistance aux antibiotiques, elle est due à la surexpression des pompes. Quand les bactéries se mettent à surexprimer les pompes, du coup, elles deviennent résistantes aux antibiotiques par les mécanismes que je vais vous expliquer un peu. Alors, on va le discuter à propos d'Acinetobacter. Alors, Acinetobacter, on vous a parlé des infections nosocomiales, c'est-à-dire des infections associées aux soins. Acinetobacter, c'est une bactérie extrêmement, qui a beaucoup de succès en ce moment
dans les infections nosocomiales, elle est responsable d'épidémies d'infections nosocomiales à l'hôpital. C'est dû au fait que ces bactéries, cette espèce, elle est très résistante dans l'environnement et qu'elle a la capacité d'acquérir de nombreux mécanismes de résistance, y compris les flux, ce qu'on va voir. Alors, vous vous souvenez que je vous ai dit que ces pompes RND, elles avaient 3 composants. Vous avez la pompe, donc vous allez avoir 3 gènes. Le gène de la pompe, le gène de la protéine de fusion membranaire qui va relier la pompe avec le gène de la porine, outer membrane protéine, c'est la porine. Donc voilà des gènes qui vont être co-transcrits, qui vont être exprimés ensemble, et ils sont, comme je vous l'ai dit, ce sont des gènes qui sont exprimés à bas bruit, donc ils sont étroitement régulés, ici par un système qu'on appelle à 2 composants, sur lequel je vais revenir, et là c'est 2 types d'activateurs de transcription différents. Donc c'est des pompes qui sont régulées par des mécanismes assez différents. Alors je vais vous montrer le problème on va se fixer sur cette pompe ici et sur son système de régulation à 2 composants. Et je vous ai dit que la résistance était due à la surexpression des pompes et on va voir que la surexpression des pompes est due à des mutations dans ce système à 2 composants. Donc voilà encore l'opéron que vous avez vu, le système à 2 composants, et on a des mutations soit dans le senseur, soit dans le régulateur. Mais je vais vous montrer le type de résistance qu'occasionne la surexpression de ces pompes. Voilà la souche sensible, et voilà le mutant isolé chez un malade sous traitement antibiotique. C'est un antibiogramme, c'est-à-dire que vous avez ici des disques de buvard imprégnés de papier, imprégnés d'antibiotiques, et vous inoculez la surface de la boîte, vous la mettez et vous déposez les disques imprégnés d'antibiotiques, vous mettez à l'étuve la nuit. Quand il n'y a pas d'antibiotique, la bactérie va pousser, et lorsque l'antibiotique est actif, vous avez une zone d'inhibition centrée par l'antibiotique qui a diffusé dans le milieu, dans l'agar qui est dans la boîte de Petri, dans le milieu de croissance des bactéries. Donc voilà la souche parentale sensible, la première souche isolée du malade, voilà la deuxième, et cette souche a été résistante par une mutation dans le senseur. Alors, vous voyez que vous avez résistance à tous les aminosines. Ça, c'est la méthylmycine, tobramycine, gentamycine, kanamycine, amikacine. Ici, vous avez résistance à toutes les quinolones. Vous avez sûrement entendu parler de la ciprofloxacine au moment de Bacillus anthracis, du charbon, du bioterrorisme. Après, résistance aux bêta-lactamines, ticarciline, une pénicilline, ceftazidime, une céphalosporine. Résistance au chloramphénicol et résistance à la tétracycline. Donc vous voyez qu'une mutation ponctuelle, une seule mutation, un seul changement de paire de base, dans le senseur, c'est-à-dire le plus petit événement génétique que vous puissiez concevoir, un changement de paire de base, en une étape, vous confère la résistance à tous ces antibiotiques. Vous voyez donc l'efficacité de ce système. Et en plus, ça confère également la résistance aux biocides, à des détergents, à des antiseptiques, et ça c'est particulièrement important parce que vous avez de plus en plus souvent des biocides dans les produits ménagers, notamment du triclosan dans le dentifrice, dans plusieurs produits que vous retrouvez dans les supermarchés. Et là encore, co-résistance veut dire co-sélection, c'est-à-dire que si vous utilisez des biocides, en une étape, vous pouvez sélectionner des souches multirésistantes. Donc l'idée de vivre dans un monde aseptique, d'utiliser des détergents largam à nu, c'est une très mauvaise idée. Il faut les utiliser à bon escient à l'hôpital pour la prévention des disséminations des infections nosocomiales, mais surtout ne pas en abuser. Alors, j'en arrive à la notion du coût biologique de la résistance. Comme je vous ai dit, la résistance, c'est l'acquisition d'une fonction. En biologie, lorsque vous acquérez une fonction, il y a un prix à payer. C'est ce qu'on appelle le coût biologique de la résistance. Et le coût biologique de la résistance, il se traduit par une perte de fitness. Alors, il n'y a pas de mot français pour la fitness. Si vous voulez, c'est la capacité qu'a une bactérie résistante d'être en compétition avec une bactérie sensible, avec la parentale sensible. Vous voyez ? C'est-à-dire que si vous avez une
une petite perte de fitness, c'est-à-dire un allongement du temps de votre génération, très rapidement, vous allez être contre-sélectionné dans la nature, vous allez disparaître. Donc c'est très important pour les bactéries résistantes qu'elles conservent ce degré de fitness et qu'elles restent compétitives avec les souches sensibles. Alors je vais vous montrer un exemple qui est, toujours on revient à notre Acinetobacter, la pompe ADE-ABC qu'on a vue, et les mutations dans le système à deux composants. Donc je vais vous expliquer comment marche le système à deux composants, parce que c'est un mécanisme extrêmement important chez les bactéries. C'est comme ça que les bactéries sentent, sense, je ne sais pas comment on dit, sense, le milieu extérieur. C'est-à-dire qu'elles vont pouvoir s'adapter au milieu extérieur grâce à ce système de régulation à deux composants. Alors ici, vous avez l'intérieur de la cellule, la membrane, l'extérieur. Donc vous avez un signal, et dans le cas des pompes d'effluves, on ne connaît pas le signal. Hein. On sait qu'il est associé à la présence d'antibiotiques, mais on ne connaît pas la biologie moléculaire, on ne connaît pas l'aspect moléculaire des choses. Vous avez un signal, et le senseur, la protéine senseur, va s'autophosphoryler en présence d'ATP. Alors, une fois que cette protéine est phosphorylée, elle va transférer son phosphate au régulateur de réponse. C'est le système à deux composants parce qu'il y a un senseur et un régulateur de réponse. Et ce régulateur de réponse, une fois qu'il est activé, il va se comporter comme un activateur de transcription et il va entraîner l'expression des gènes, c'est-à-dire la résistance. Donc vous avez le signal associé à l'antibiotique, autophosphorylation du senseur, le senseur phosphoryle le régulateur, et le régulateur phosphorylé entraîne l'expression des gènes. Vous voyez la cascade d'événements qui aboutit à l'expression de la résistance. Mais comme je vous l'ai dit, la résistance, c'est un caractère qui est transitoirement requis. Et ce qui se passe quand vous retirez le signal, c'est que le senseur, au lieu de se comporter comme une kinase, de phosphoryler le régulateur, elle va le déphosphoryler et vous n'aurez plus l'expression des gènes. Donc vous voyez cette extraordinaire flexibilité génétique où avec le signal, vous exprimez les gènes. Dès que vous retirez le signal, il n'y a plus d'expression de la résistance. Alors les souches, comme celle du malade, qui étaient résistantes par efflux, ce sont des souches qui ont perdu l'activité phosphatase. Elles ne sont que des kinases. Elles vont toujours phosphoryler le régulateur de réponse qui va se comporter comme un activateur de transcription et la résistance va être exprimée tout le temps. Donc vous voyez, c'est la perte de la fonction phosphorylase qui fait que ces souches deviennent constamment résistantes. Alors, on a vu qu'il y avait un coût biologique dans cette... je vais vous montrer le coût biologique de cette résistance. Voilà des mutants qu'on a obtenus in vivo, où on a fait surexprimer, on a obtenu des mutants qui surexprimaient la pompe d'efflux. Alors vous voyez que c'est des souches cliniques, je suis désolé, c'est des souches isolées en clinique, qui étaient résistantes à plusieurs classes d'antibiotiques, et on a étudié la surexpression des pompes d'efflux. Et on s'est aperçu que la grande majorité des souches, parmi ces 13 souches, vous aviez que 3 souches qui étaient entre 0 et 20%. Vous voyez, 6 souches qui expriment de 20 à 40 fois plus la pompe, et 4 souches qui expriment entre 40 et 60 fois la pompe d'efflux. Donc sur ces 13 souches cliniques, vous voyez qu'il y a une grande majorité de souches qui surexpriment la pompe, ce qui vous prouve l'importance clinique de ces pompes, puisque ce sont des souches qui ont été isolées de malades différents, dans des hôpitaux différents, à des périodes de temps différentes, dont on sait qu'elles sont distinctes par la séquence du génome. Donc, ce qu'on a voulu voir, c'est quel est le coût biologique de la surexpression de cette pompe. Alors, lorsque vous voulez déterminer un coût biologique, vous avez 2 types d'expériences. Vous faites pousser des souches, la sensible, la résistante, indépendamment, et vous regardez leur croissance. Voilà la sensible, voilà la résistante. Vous déterminez le taux de génération au début de la période de croissance, et vous voyez que le temps de génération de la résistante est allongé par rapport à celui de la souche sensible. Une expérience plus fine, c'est de la compétition in vitro, c'est-à-dire vous mélangez la sensible et la résistante, et vous les transférez, par exemple, tous les matins.
vous les transférez dans un milieu frais. Et ça, c'est beaucoup plus fin parce que ça prend en compte les 3 phases de croissance, c'est-à-dire la phase de plateau, la phase exponentielle et le plateau à la fin de la phase exponentielle. Donc c'est une détermination plus fine et après vous déterminez le ratio de la résistante sur le sensible qui vous donne un index de compétition. Alors on a fait cette expérience avec des souches. Voilà la souche de départ, sensible, et voilà des mutants résistants. Alors cette souche ici surexprime 50 fois la pompe, celle-là 200 fois la pompe. Et vous voyez que quand vous faites un mélange, voilà la culture de la souche sensible, mélangée soit avec celle qui surexprime 50 fois, soit avec celle qui exprime 200 fois. Et vous voyez que la vitesse à laquelle sont contre-sélectionnées les souches résistantes, parce qu'elles ont une petite différence de taux de croissance par rapport à la souche sensible. Donc il y a vraiment un coût biologique à la surexpression des pompes. Alors, s'il y a un coût biologique à la surexpression des pompes, les souches résistantes devraient disparaître. Rapidement en plus, parce que vous voyez qu'il faut pas très longtemps pour qu'il y ait une décroissance quand même extrêmement importante, parce que c'est des logs, hein. On est sur une échelle logarithmique. Eh bien, c'est parce qu'il y a une évolution compensatoire. Et cette évolution compensatoire, je vais vous la montrer au niveau des mutations. Donc, on part d'une souche sensible. Ça, c'est un morceau de chromosome d'une souche sensible aux antibiotiques qui a un certain degré de fitness, de croissance, hein, dans le milieu. Alors, elle devient résistante et vous avez deux possibilités. Soit il n'y a pas de coût biologique à cette résistance, c'est très rare. On observe ça par exemple pour certains mutants résistants à la streptomycine. La souche devient résistante, on passe de sensible à résistant et il n'y a pas de perte de fitness. Elle est aussi fit que la souche parentale. Dans l'immense majorité des cas, il y a un coût. La souche devient résistante par mutation dans ce gène. J'ai oublié de vous dire, ça, ce sont 2 gènes différents. Voilà la mutation indiquée par une flèche. La souche devient résistante, mais elle perd la fitness. Elle a un plus faible degré de fitness. Alors là, vous avez encore 2 cas, deux possibilités d'évolution. Une qui est rare, qui est la réversion. C'est-à-dire que la souche va redevenir sensible et elle va réacquérir sa fitness. Alors, elle peut le faire à la suite d'une deuxième mutation dans le même gène, d'une mutation en dehors du gène, de la perte du gène. Statistiquement, c'est très rare et ce n'est vraiment pas une filiation fréquente. Dans l'immense majorité des cas, ce qui se passe, c'est une évolution compensatoire. C'est-à-dire que vous allez avoir survenu, là encore, d'une deuxième mutation, soit dans le même gène, soit dans un autre gène, ce qu'on appelle compensation intragénique, compensation extragénique. La souche reste résistante et elle redevient fit. Par exemple, dans certains mutants de ribosomes qui deviennent résistants, par exemple, à la calamicine, ils ont une mutation dans une protéine du ribosome qui va distordre le ribosome, ce qui fait qu'il va être moins efficace pour synthétiser les protéines. Et la deuxième mutation, dans une autre protéine du ribosome, elle va restaurer la structure tridimensionnelle du ribosome, qui va être aussi efficace que chez la souche sensible. Vous voyez ? Donc c'est ce genre de mutation compensatoire. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'une fois que vous êtes à ce stade-là, la résistance est fixée. Parce que si vous redevenez sensible, vous perdez de la fitness. Il faut être à la fois résistant et avoir la mutation compensatoire pour être résistant et fit. Si vous perdez votre résistance, vous perdez également votre fitness. Donc vous voyez, à ce stade-là, la résistance est gelée. C'est-à-dire ce qui explique pourquoi la résistance, pour moi, n'est pas réversible. On a toujours des souches résistantes à la strepto, chloramphénicol, aux antibiotiques historiques qu'on n'utilise plus pour des raisons de toxicologie depuis 50 ans. Et pourtant, il y a beaucoup de souches qui sont encore résistantes à ces anciens antibiotiques. Alors ça a des conséquences thérapeutiques, parce que ça nous a incité à faire des traitements avec des posologies élevées pendant des durées courtes pour ne pas autoriser les bactéries à faire de la mutation compensatoire. Si vous traitez les gens avec des doses faibles pendant des périodes prolongées, vous avez toutes les chances que la bactérie
évolue vers une mutation compensatoire. Si vous faites des traitements courts avec des posologies élevées, vous n'aurez pas le temps d'avoir une évolution compensatoire. Donc ça a vraiment des conséquences pratiques de comprendre ces notions. Donc pour terminer, je voudrais vous parler de la génétique de la résistance, c'est-à-dire pourquoi la résistance dissémine de façon aussi extraordinaire. Et bien c'est parce qu'elle est à la fois exponentielle et infectieuse. Alors je vous rappelle le chromosome. Le génome bactérien élargi, c'est-à-dire le chromosome, et puis les éléments génétiques mobiles accessoires, le plasmide et le transposon. Alors, le premier niveau d'épidémie, c'est l'épidémie bactérienne. C'est-à-dire que vous partez d'une bactérie, voilà le chromosome, la bactérie a un gène de résistance ou une mutation, elle est résistante aux antibiotiques, elle va croître, élonguer, le chromosome va être dupliqué, elle va commencer à se séparer et elle va donner 2 bactéries filles. On part d'une bactérie résistante et on obtient 2 bactéries résistantes. Et vous voyez que la mère disparaît pour donner naissance à 2 filles. Chez les bactéries, il n'y a pas de fossiles. Et évidemment, ces bactéries vont disséminer dans la population. Donc on a affaire à un phénomène infectieux, puisque les bactéries sont infectieuses, et exponentiel, puisqu'on part d'une bactérie résistante, on arrive à 2 bactéries résistantes à cause de la duplication, de la multiplication par 2, de la réplication du chromosome. Ça, c'est l'épidémie à la Louis Pasteur, l'épidémie bactérienne. Le deuxième niveau d'épidémie, de transfert, c'est le transfert d'un plasmide par conjugaison. Je vous ai dit, les plasmides, c'est des petits chromosomes. Voilà une souche ici avec son chromosome. Je l'ai représenté pelotonné parce qu'il n'a rien à faire dans la réaction qui nous intéresse. Et celle-là a un plasmide, on va la considérer comme bactérie donatrice. Ça, c'est la bactérie réceptrice. Dans la conjugaison, vous avez fusion de la bactérie donatrice avec la bactérie réceptrice, introduction d'une coupure dans un des 2 brins de l'ADN, transfert de ce brin, et durant le transfert, vous allez synthétiser le brin complémentaire dans la donatrice, mais également le brin complémentaire dans la réceptrice, et à la fin de la conjugaison, vous allez restaurer la donatrice, et la réceptrice aura acquis une copie du plasmide et va se comporter maintenant comme une donatrice. Donc vous voyez un phénomène infectieux, puisque le plasmide passe d'une bactérie à l'autre, et exponentiel, puisque vous avez affaire à une réplication sélective du plasmide, une copie du plasmide qui comporte des gènes de résistance aux antibiotiques, et à la fin, 2 copies du plasmide. Alors, il y a le troisième niveau de dissémination de la résistance, c'est les transposons, qu'on a vu sur la diapositive que je vous avais montrée sur le génome. Cette fois-ci, la réaction se passe à l'intérieur de la bactérie. Vous avez une molécule qui a un transposon. Par exemple, c'est le chromosome. Et ça, c'est un plasmide dans la bactérie. Alors, ce n'est pas représenté à l'échelle. Le chromosome devrait être gigantesque. Et voilà le plasmide. Mais considérons que c'est le chromosome qui a une copie du transposon. Au cours de la migration du transposon, du chromosome au plasmide, vous allez avoir une réplication sélective du transposon. On va passer d'une copie à 2 copies. Et ça va fusionner la molécule donatrice et la molécule réceptrice. On va se retrouver avec ce qu'on appelle un biréplicon, c'est-à-dire le chromosome qui est fusionné au plasmide. Avec à la bordure, aux 2 bordures, vous aurez une copie du transposon. Et comme cette séquence est identique à celle-là, vous allez avoir recombinaison entre ces 2 copies. Vous restaurez le chromosome avec sa copie de transposon et le plasmide a acquis une copie de transposon. Donc là, vous voyez le troisième niveau de dissémination, la dissémination des gènes, et qui est due au fait que la transposition, c'est un mécanisme réplicatif. On part d'une copie du transposon et on le réplique pour transposer. Donc c'est un phénomène infectieux puisqu'on passe d'une molécule à l'autre, et c'est un phénomène exponentiel parce qu'on part d'une copie du transposon, c'est-à-dire des gènes de résistance, et on finit avec 2 copies. Alors évidemment, dans la nature, ces 3 niveaux de dissémination de la résistance se superposent. L'épidémie de bactéries de mammifères en mammifères, les plasmides de bactéries en bactéries, et les transposons de réplicon en réplicon, de plasmide au chromosome, de chromosome à plasmide. Et c'est d'où la notion de génétique combinatoire, c'est-à-dire que les bactéries combinent ces
ces 3 niveaux de dissémination qui expliquent l'extraordinaire, encore une fois, l'extraordinaire, disons, oui, dissémination de la résistance aux antibiotiques. Alors, je vais vous présenter un dernier mécanisme qu'on a beaucoup travaillé dans le labo, parce que je ne suis pas seulement célèbre pour la résistance à la vancomycine, mais je suis surtout un généticien plus qu'un biochimiste. Et c'est un mécanisme qui est vraiment beau. J'ai beau avoir l'âge que j'ai, je suis toujours en extase devant l'imagination des bactéries. C'est un mécanisme qui est extrêmement élégant et extrêmement efficace. Alors, ça s'appelle, c'est des transposons particuliers. On les appelle Integrative Conjugation Element parce que quand vous abrégez, ça fait ice, comme la glace en anglais, donc c'est facile à s'en souvenir. C'est ce qu'on appelait, nous, enfin, quand on les a décrits, on les appelait les transposons conjugatifs. C'est des transposons, sauf qu'au lieu de sauter seulement, ils sont également capables de conjuguer, de passer d'une bactérie à l'autre. Donc voilà le chromosome, un morceau de chromosome de la bactérie donatrice. Et en rouge, vous avez la structure d'un ICE, d'un transposon conjugatif, avec des séquences, des séquences complémentaires de chaque côté qui délimitent l'élément. Alors le premier événement, c'est l'excision. C'est-à-dire, vous allez avoir recombinaison entre ces 2 séquences ici qui bordent l'élément, qui sont à la fin de l'élément. Vous allez avoir recombinaison, circularisation de ce transposon. Donc c'est ce qu'on appelle l'excision, avec les 2 éléments à la fin qui se retrouvent au bord. Et ce n'est pas un plasmide. Ça ne réplique pas, ça ne peut pas se multiplier, se répliquer comme un chromosome. C'est circulaire. Et le deuxième événement, c'est la conjugaison. Vous fusionnez la donatrice et la réceptrice, et comme pour le transfert plasmidique, vous introduisez une coupure dans l'un des 2 brins, vous allez transférer ce brin de la donatrice à la réceptrice, synthétiser le brin complémentaire dans la donatrice et le synthétiser également dans la réceptrice. Fusion et transfert du transposon de la donatrice à la réceptrice. Et le dernier étape, c'est l'intégration, c'est-à-dire à la fois dans la donatrice et à la fois dans la réceptrice, l'élément va se réintégrer dans le chromosome. Donc vous voyez que ces gènes de résistance, ils sont hérités verticalement par la progénie des cellules parce qu'ils sont intégrés dans le chromosome, mais ils peuvent également transférer horizontalement de bactérie à bactérie. Donc il y a ce c'est une dissémination bidimensionnelle. Et je voudrais vous expliquer plus en détail le mécanisme de la conjugaison. Voilà l'élément quand il est circularisé. Ça, c'est les extrémités de l'élément. C'est un élément qu'on appelle TN916 qui fait 18 kilobases de taille. Et il est sous sa forme circulaire. Quand je vous l'ai montré que dans la bactérie, il ne se réplique pas. C'est avant la conjugaison. Tous ces éléments, tous ces transposons, ils confèrent la résistance à la tétracycline. Ils ont un gène de résistance à la tétracycline. Et comme beaucoup de gènes de résistance, le gène, il est induit, l'expression du gène est induite par l'antibiotique lui-même. C'est-à-dire qu'en l'absence de tétracycline, vous allez avoir une faible expression du gène de résistance et de cette portion-là. Mais quand vous avez de la tétracycline va induire l'expression du gène et la souche va devenir résistante. Donc vous allez avoir une augmentation de la transcription, de l'expression de ces gènes. Et ici, vous avez ce qu'on appelle un terminateur de transcription, c'est-à-dire que quand l'expression des gènes est faible, la transcription, elle s'arrête à ce niveau-là. Lorsque vous êtes en présence de tétracycline et que vous avez une transcription qui est très active, la transcription arrive à surmonter ce signal de terminaison. Et lorsqu'elle arrive à faire ça, elle exprime ces 2 protéines qui vont entraîner la transcription de tous ces gènes, voyez, l'expression de tous ces gènes. Or,
quand l'élément est circularisé, et uniquement quand il est circularisé, tous les gènes nécessaires à la conjugaison sont dans la bonne orientation en aval du gène de résistance à la tétracycline. C'est-à-dire que la présence de tétracycline va non seulement induire l'expression de la résistance à la tétracycline, mais elle va entraîner l'expression de tous les gènes nécessaires à la conjugaison. Et ça va augmenter plus d'un facteur 100 le transfert de cet élément d'une bactérie à une autre. Donc, vous voyez encore une fois le principe de parcimonie dans ce cas-là, qui est que le gène de résistance n'est pas exprimé, ou très peu exprimé, en l'absence de tétracycline. Et alors, ces transposons, ils ont tous le gène tétracycline, mais certains confèrent la résistance à l'érythromycine, aux lyncosamides, également aux aminosides. Donc la tétracycline, non seulement confère la résistance à la tétracycline, mais elle entraîne la dissémination de la résistance à d'autres familles d'antibiotiques, puisque ces transposons peuvent conférer la résistance à d'autres classes d'antibiotiques. Alors, ce qu'on a montré aussi, c'est que ce système était très efficace in vivo. On a pris des souris, je ne crois pas que ce soit celle-là d'ailleurs, mais on a pris des souris et on leur a mis une bactérie réceptrice, on les a inoculées avec une bactérie réceptrice. Une fois que la bactérie réceptrice était bien installée dans leur tube digestif, on a donné la bactérie donatrice. Et on s'est aperçu en examinant les selles que les transposons dans le tube digestif de la souris pouvaient passer de la donatrice à la réceptrice. Et quand on a mis des très faibles doses de tétracycline dans l'eau de boisson de ces souris, on a augmenté le transfert d'un facteur 100, ce qui est quand même extrêmement important. Or, ça a été mentionné dans la conférence précédente, 80% des antibiotiques sont utilisés dans le monde pour les animaux, pas pour l'homme, et notamment comme promoteur de croissance pour que les animaux prennent du poids plus rapidement et que les éleveurs fassent des profits. Et le grand antibiotique qui est utilisé comme promoteur de croissance, c'est la tétracycline. Donc la tétracycline, alors c'est donné dans les pires conditions, c'est-à-dire que c'est donné à des doses faibles pendant des périodes très prolongées, ce qui est le plus sélectionnant, comme je vous l'avais dit, mais qui est aussi le plus inducteur de ce mécanisme de résistance, parce qu'on n'a pas besoin de concentration forte pour induire le transfert. Donc, ce que je voudrais vous convaincre, c'est que les antibiotiques, ce sont des hormones. Ce sont des hormones, elles remplissent la définition opérationnelle d'une hormone, en ce sens qu'elles sont synthétisées par une cellule, on vous l'a dit, les streptomycètes, les micro-organismes du sol, qui sont des producteurs d'antibiotiques. Ils agissent à distance sur une autre cellule, les bactéries pathogènes, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, à très faible concentration et par interaction avec une cible spécifique. La cible avec un récepteur spécifique qui est, dans notre cas, la cible de l'antibiotique. Donc, elles remplissent vraiment la définition des hormones, produites par une cellule, active sur une autre cellule distante, à très faible concentration, par interaction avec un récepteur spécifique. Donc, vous voyez, on peut même considérer que ce sont des hormones sexuelles si on dit que le transfert d'ADN, c'est de la sexualité. Ce n'est pas de la sexualité parce que ça n'a rien à voir avec la reproduction, mais c'est quand même transfert d'informations génétiques d'une cellule à une autre cellule. Donc, c'est vraiment, on doit considérer les antibiotiques comme des hormones. Et vous voyez qu'à faible concentration, la tétracycline est un modulateur de l'expression des gènes. Elle induit la résistance à elle-même, elle induit l'expression des gènes de transfert. Et à forte concentration, c'est un antibiotique qui va inhiber le ribosome. Donc, en conclusion, super, 1 minute. Résistance signifie sélection, comme je l'ai dit, résistance croisée, sélection croisée, résistance associée, co-résistance, co-sélection, résistance croisée étendue, très, très large sélection. La résistance a un coût, le coût biologique de la résistance. Et comme on l'a vu avec les intégrons, les antibiotiques promeuvent qualitativement et quantitativement la résistance à eux-mêmes et ils induisent le transfert des gènes de résistance.
Je vais arrêter là. Je vous remercie pour votre attention. Merci.